bonsoir. Nous sommes le 13 septembre. Aujourd'hui, nous recevons un candidat, comme la semaine dernière, de façon à donner la chance à plusieurs partis dont on n'entend pas parler dans ce qu'on appelle les médias de masse. En passant, je voudrais que ce soit très clair avec tout le monde. Quand on parle de médias de masse, on parle de 5 partis politiques. Je ferai remarquer qu'en 2018, il y avait 21 partis politiques d'enregistrés au directeur général des élections du Québec. Il y en a 3 qui se sont retirés. Par contre, il y en a 9 qui se sont ajoutés. En 2022, il va y avoir 27 partis politiques. Nous avons la chance aujourd'hui, en passant, avant d'aller plus loin, les gens qui posent souvent la question « Est-ce que je suis enregistré? » Vous devriez avoir reçu déjà par la poste, pour toute personne qui est enregistrée en tant que voteur, vous devriez avoir déjà reçu par la poste l'ensemble de la documentation nécessaire pour faire les vérifications, si c'est bien vous, si l'écriture est bonne et blablabla. À défaut, il n'y a pas d'excuse. En même temps, tous les bureaux sont ouverts actuellement et vous pouvez aller dans votre bureau de circonscription pour vous inscrire. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas voter. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir le chef du parti Démocratie Directe. Son nom, Jean-Charles Cléroux. Comment ça va, Jean-Charles Cléroux? Ça va très bien. Merci, M. Plaisir de vous recevoir. Je vais y aller rapidement avec quelques petites questions parce que je suis certain que ce n'est pas tout le Québec qui vous connaît, mais c'est un plaisir de vous recevoir et avoir la chance d'avoir un petit peu de votre programme, votre opinion et vous connaître. Vous avez déjà enregistré, selon nos vérifications au bureau du directeur général, selon leur site, 10 candidats de déjà enregistrés. Oui, exact. Vous prévoyez, vous avez combien de candidats au moment où là, on se parle? Là où on se parle, on a une vingtaine. OK. Déjà faites, les cahiers, on a eu la confirmation par téléphone que leur candidature, donc d'ici à 2-3 jours, le site du DGEQ va être à jour. OK. La date limite? Le 17. C'est le 17 Le septembre, 17 la date septembre. limite pour n'importe quel candidat de n'importe quel parti pour s'inscrire. Exactement. Vérification 4 heures finie. Oui, 16 heures. vérification finie. Ah, vérification terminée, c'est-à-dire Oui. de l'ensemble des signatures. L'ensemble des signatures, s'assurer que ton cahier de candidat est bien rempli et OK. rien d'oublié. OK. Démocratie directe. Je viens de dire au début de l'émission, le Parti citoyen au pouvoir s'est retiré. À ce que j'ai compris, démocratie directe, c'est une fusion où a mangé ou citoyen au pouvoir a fermé. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'entente entre les deux C'est partis? une fusion. Dans le fond, ce qui est arrivé, vous m'aviez interviewé à l'époque, j'étais au fédéral avec Parti libre Canada. Merci de me le rappeler. Il y avait Parti libre Québec qui existait. Moi, je n'étais pas sûr de vouloir aller au provincial, fait que je me suis impliqué avec l'équipe, OK. tout ça. Et il y avait déjà des pourparlers avec Citoyens Pouvoir. Les membres avaient voté pour faire une fusion avec Parti libre Canada. Et là, les situations qui s'est passées, dans le fond, pour ne pas faire de partisanerie, que tout le monde se sente, parce qu'on veut toute une démocratie directe, ça évolue constamment. Donc, pour être sûr que tout le monde se sente à égalité, c'est que ce qui est arrivé, c'est que Parti libre Québec est disparu, Citoyen Pouvoir, et c'est toute démocratie directe. Juste, c'est sûr, j'ai compris, c'est parce que vous avez dit Libre Canada. Parti libre Québec, excuse. C'est Québec. Parti OK, libre OK, Québec OK. n'est plus Libre sur la Québec liste, n'existe plus non plus. n'existe plus. OK. Citoyen Pouvoir n'existe plus. C'est, Je me trompe-tu si je dis c'est peut-être les trois, là, bon, ça devient un. C'est ça. Et c'est démocratie directe. C'était les. Il y avait Parti libre Québec et Citoyen Pouvoir qui parlaient d'une démocratie directe sous différentes formes de mots. Et là, vous avez créé le parti. Là, il y a démocratie directe. Parce que les gens, on va se dire vraies affaires. Je pense que 95 du monde qui vont aller voter qui ne lisent pas les programmes électoraux. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire ça simple puis d'appeler le parti qui va expliquer le programme électoral? Donc, ce qu'on veut, c'est une démocratie directe. OK. Vous en êtes le chef depuis sa création ou il y a eu un chef qui l'a créé et maintenant... Non, c'est la création. La façon que ça s'est fait, on s'est impliqué toute l'équipe, une bonne partie de l'équipe qui était à Parti libre et tout ça. Et ça s'est fait bon an, mal an, quand on a décidé de faire démocratie directe et qu'il fallait remplir les papiers du DGEQ. L'équipe a voté pour que je sois le chef puis que je demeure là parce que je dois avouer que c'est beaucoup d'ouvrage.
C'est beaucoup d'investissement. Je ne savais pas si je voulais répéter l'expérience, mais je suis toujours sur les mêmes points de la dernière entrevue. J'ai toujours mon enfant, puis je veux vraiment léguer un monde meilleur à mon enfant. Et le système qu'on a là, je pense depuis plus de 40 ans, quand on regarde au niveau de l'éducation, de la santé, des finances publiques, je pense pas qu'on lègue un monde meilleur aux futures générations depuis 40 ans. Une chose est certaine, vous avez des convictions et vous les défendez. C'est pas la première fois, là. Comme vous venez de le dire, c'est pas la première fois, là. Je tape pas mal toujours sur le même clou, oui. Je veux dire, tu sais, une société, c'est le désir de vivre ensemble. Puis, quand je regarde ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, je crois que le système en place a tout fait pour démontrer ce qui était caché. On disait toujours, hein, diviser pour mieux régner. On va voter pour le moins pire. Je pense que dans les 2 dernières années, on a vu que le système en place était carrément là pour diviser une société, pour légitimer le pouvoir en place. Si vous n'avez pas d'objection, je vais essayer de poser des questions. Oui, La clientèle qui regarde, les gens qui nous regardent, c'est des gens qui sont politisés, qui suivent ça. Plusieurs sont curieux, plusieurs ont des convictions. Mes questions vont être un peu différentes de ce que je pose généralement à des candidats de tous les partis politiques qui ont l'intention d'être interviewés. En tant que chef, d'un nouveau parti qui vient de fusionner avec un autre parti. Une question relativement facile que vous, j'espère que vous allez nous répondre. Il y a des montants d'argent donnés par vote à des partis qui existent déjà. Donc, Citoyens au pouvoir a eu existence en 2018, a récolté tant de milliers de voix et reçoit un montant annuel en fonction de chacun des votes. Lors d'une fusion, comme avec vous, avez-vous droit, est-ce que l'entité qui devient démocratie directe continue à percevoir les montants de la campagne électorale précédente s'il y a une fusion? Bien, une fusion, oui, c'est comme une compagnie qui se fusionnerait. Ça vient avec les avantages et les inconvénients des états financiers qui se retrouvent avec Citoyens pouvoir. OK, donc ce que vous avez actuellement, même si c'est un nouveau parti créé, vous avez les avantages et les désavantages, j'imagine, du parti déjà existant dans lequel vous avez... Exactement. OK. Exactement. C'est intéressant, ça. De la même manière que les règles pour avoir les revenus d'appariement. Que quand les gens font des contributions, vu qu'on est en électoral, le premier 20 000 on peut recevoir 2 fois et demi le montant et tout ça. Mais il y a des conditions à respecter pour avoir des revenus d'appariement. Donc, un nouveau parti n'a pas accès aux revenus d'appariement. Il faut que tu aies tant de candidats dans tant de circonscriptions différentes à travers le Québec, les centres administratifs qui appellent. Donc, il faut que tu aies tant de membres par centre administratif pour avoir le droit. Donc, un parti, quelqu'un qui part un parti pour un parti, mais c'est une saveur de candidat indépendant, mais qui s'appelle parti, n'aura pas accès à ça. OK. Une autre question qui va peut-être vous donner la chance, et j'explique aux gens que c'est toujours possible de faire des dons à des partis qui sont moins connus. Jean-Charles Cléroux est le chef du Parti démocratie directe, qui fait partie de ceux qui sont moins connus. L'autre question. Est-ce que, en année électorale, un citoyen a droit de donner plus d'argent? Y a-t-il une modification dans le montant d'argent qu'un citoyen peut donner à un parti politique? Oui. Au niveau du Québec, c'est très différent du fédéral. Au provincial. Au provincial, je veux dire, c'est ça. C'est que les contributions ne sont pas déductibles comme au fédéral, mais elles sont beaucoup moins grandes. Donc, une année normale... Ça veut dire les années où il n'y a pas d'élection campagne électorale. C'est 100 C'est 100 C'est 100 Et le maximum pour une carte de membre, c'est 25 OK. Ça, c'est... réglementé. C'est ça. La carte de membre demeure toujours un maximum de 25 Annuel. Annuel. Mais en année électorale, la contribution maximale est doublée, elle va jusqu'à 200 OK. Donc la cette carte de année, membre demeure 25. Cette année, toute personne qui veut faire un don à tout parti politique peut donner 200. 200. Parce que c'est une année électorale. Et chez Démocratie directe, vu qu'on veut une démocratie directe, nous autres, on se base seulement sur les contributions volontaires des gens. Notre carte de membre est gratuite. Parce qu'on se dit que ce n'est pas une question d'argent pour faire partie de la démocratie. Oh! Bien, on veut être cohérent. C'est très cohérent. Bon, on y va. On y va. Non, c'est cohérent. Bon, on y va. Est-ce que j'ai entendu parler de la parti démocratie directe? Vous me dites que vous allez dépasser la vingtaine de candidats. J'en déduis qu'il y en a un petit peu partout au Québec. Oui, c'est distribué. On représente bien la région de Québec. Sincèrement, la région de Québec, je tiens à féliciter les gens du coin de Québec. Ça s'est levé quand même très bien. Bon, on a Rive-Sud de Montréal. Là, la confirmation, on était supposé en avoir un dans la prairie, mais il va falloir que je voie avec mon équipe. Je pense que celle-là ne sera pas confirmée.
Saint-Jean, Iberville, là, on suit la ligne, voyons, Brome-Missisquoi, Magog, Sherbrooke. Donc ça, on a une belle ligne là, sur le sud du Québec. Continuez, Sherbrooke. Après ça, vous allez vous rendre en Beauce, puis là, vous allez monter. Oui, bien là, Beauce, on ne l'a pas eu. Là, on avait quelqu'un pour Richmond qui est Valcourt et tout ça, que là, il a abandonné. Donc. Puis la Rive-Nord, si je voulais vous parler d'admettons. Ça, la Rive-Nord, on a. Laurentides dans mon temps. Bien, on avait un. Mais là, c'est ça, j'attends une confirmation. Celui qu'on avait à Rouyn-Noranda, il était là. Je pense que là, il n'est plus là. On n'est pas le 17 septembre. On n'est pas. Mais non, c'est juste parce que maintenant, c'est dans le train-train. C'est facile de dire oui, on veut changer le système puis on veut reprendre notre pouvoir en tant qu'être humain. Non, mais je vous comprends, mais quand c'est le temps de l'exercer. Tous les partis politiques, je vous le dis tout de suite, c'est comme un canard. Il reste quelques jours, fait que tout le monde pédale. Et j'imagine que le 17 septembre, vous allez. D'après moi, le 17 septembre, on devrait atteindre notre 30. Vous avez un site Internet. Oui. Qui s'appelle www. DémocratieDirectQuébec. En un mot. Oui. Démocratie Oui. T-I-E, direct.com. Non, DémocratieDirectQuébec.com. Québec au complet? Oui, c'est ça. Mais si vous faites Google, les gens ont tellement participé aux propositions, puis le site est tellement visité. Oh. Tapez sur Google Démocratie Directe. Tu sais, des gens à travers le monde voudraient faire des recherches. C'est quoi Démocratie Directe? Notre site sort en première ligne. Oui, je suis certain qu'à travers le monde, on fait des vérifications. On est très fiers de ça. Merci à tout le monde de participer à la démocratie. Et j'aimerais ça que vous m'aidiez et que vous aidiez les gens. Oui. Démocratie Directe, si j'ai compris, je fais partie de ceux sur la planète Terre qui ont allé visiter votre site et qui ont regardé un peu. C'est pas un programme comme tel. Non. Pourriez-vous expliquer qu'est-ce que les gens vont voir s'ils vont sur le site démocratiedirectquebec.com? Ce qu'on va voir par le site, ça va être la description des grandes lignes de ce que c'est une démocratie, pourquoi on veut une démocratie directe, il y a l'explication. Mais ce qui va différencier d'une démocratie directe que du système représentatif comme on a, c'est que présentement, les partis font des programmes, puis là, ils nous vendent toutes leurs bonnes idées avec toutes des belles promesses à coups de milliards. Ça aussi, j'ai hâte que le monde se réveille pour se dire c'est notre argent. Fait pourquoi, en tout cas, un autre concept. Donc, ce concept-là ne peut pas faire partie de démocratie directe parce que je ne peux pas te promettre, hey Gilbert, si tu votes pour moi, je vais te donner 500$ ou je vais enlever des crédits d'impôt ou je vais ci ou je vais ça pour t'acheter. Parce que vu que tu n'as pas d'armes et que tu es faible, je vais t'acheter, ça demande que ça marche. Bien, c'est parce que quand tu es conscient de comment ça marche, bien, c'est parce que c'est mon argent. Fait pour moi, donc, tes compétences administrées au lieu. On verra après ça ce qu'on peut faire avec notre argent. Okay. Et ce qu'on va faire avec notre argent, ça ne pourra pas être nous autres qui payent, qui le décident. Donc, moi, je suis totalement contre ce système représentatif-là, que, ça fait des promesses sur notre dos, puis un coup qu'ils sont là, mais il n'y a même pas d'imputabilité sur ils vont suivre les promesses qu'ils ont faites ou non. Donc ça, c'est deux aspects qui n'existent pas dans une démocratie directe. Donc c'est pour ça que le nerf de la guerre va passer par ce qu'on appelle notre site des propositions. C'est-à-dire que on va faire, j'aime ça, donner des grosses images pour que ça soit clair, justement, pour allez-y l'auditoire. avec les grandes images. J'aurais 125 candidats d'inscrits. Oui. Vous votez parce que le peuple se réveille puis ils disent, là, on est tanné, on reprend notre pouvoir. On est majoritaire. Jean-Charles Leroux, le 4 octobre, c'est le premier ministre. 63 députés minimum. Minimum 63. Je suis majoritaire. OK. Donc là, on part, je suis le premier ministre. Oui. La façon que ça marche, une démocratie directe, c'est qu'on a à gérer ce qu'on a à gérer, ce que la société en a décidé. Exemple, les écoles, les routes, les hôpitaux. Donc, c'est tous des ministères qui existent déjà. L'environnement. Donc, on prend tous ces ministères-là. Moi, je suis élu pour gérer. Mais ensuite de ça, la plus grosse exemple, je peux vous dire, dans toutes les conférences que j'ai faites, que je parle, c'est du projet de loi 6 d'Éric Kerr sur l'identité numérique. Et quand j'ai rencontré les gens, puis la plus flagrante, c'est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui avait des contacts, puis j'ai parlé à un groupe d'hommes d'affaires, puis je parle du projet de loi 6, et je fais juste leur dire, là, présentement, je veux dire, les routes, ça fait 20 ans qu'on en rit. Les écoles, il manque 2500 professeurs. C'est drôle, le gouvernement en place, il manque des professeurs, mais l'idée pour contrer ça, c'est de faire une 4e année, d'ajouter des années, en tout cas. Ensuite, les hôpitaux, ça ne marche pas. On nous a confinés, on a fermé vos business, parce que le directeur de la santé publique l'a dit, il faut sauver le système de santé.
Et là, on nous arrive avec un nouveau ministère qui va être un ministère aggloméré avec un autre, qui est l'identité numérique, qui va coûter grosso modo 4 milliards, qu'ils disent, qui ne nous disent pas comment ça coûte à entretenir par année. Vous répétez le mot, Philippe Kerr, c'est quoi? Éric Kerr. C'est lui qui est en charge de ce Oui, dossier-là. OK. du projet de loi 6. Ouais. Et moi, la seule chose que j'ai dit aux gens, je suis premier ministre le 4 octobre. Moi, en tant que citoyen, est-ce que je suis pour la loi 6 d'Éric Kerr ou non? Ça, c'est Jean-Charles Cléroux en tant que premier ministre. Je vais enlever mon veston, je vais aller voter, oui ou non, comme un citoyen. Quand je remets mon manteau de premier ministre, mon opinion, bien, c'est Gilbert, c'est André, c'est tout le monde qui va aller voter. Si le peuple n'est pas pour le projet de loi 6, bien, il ne passe pas. C'est qu'on remet le pouvoir de légiférer et de gérer, administrer notre argent comme les Québécois veulent qu'il soit. OK. Et les propositions partent de là. Donc, la proposition, moi, j'ai été voir, puis je sais, M. Thibodeau, que vous êtes assez aguerri. Je pense pas me tromper, là, mais vous me corrigerez. Moi, j'ai été revoir tous les programmes électoraux des partis il y a 4 ans. Puis il n'y en a aucun qui parle de mettre l'identité numérique au Québec. Il y a 4 ans? Oui. OK. Non? Je ne me trompe pas, j'ai bien lu les programmes. Exact. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils peuvent prendre 4 milliards de notre argent pour inventer un nouveau programme? Ils ont-tu demandé la permission aux citoyens? OK. Avant de répondre à cette question-là, Oui. peut-être C'est que ça. je ne vous répondrai pas et que c'est vous qui allez avoir à la répondre. Mais je soulève un point, vous venez de répéter à plusieurs reprises, on est là pour gérer. Si je suis élu avec 63 députés ou plus majoritaires, je vais être là pour gérer. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je pensais qu'on élisait des gens au provincial et au fédéral Oui. pour prendre des décisions. Là, j'aimerais que vous m'expliquiez, là, Oui. quand vous dites, nous, là, ce qu'on veut, c'est gérer. On ne prendra pas de décision, on va laisser les gens décider. Moi, je me pose la question, quand je vais voter, je veux que la personne pour qui j'ai voté prenne des décisions et j'ai vérifié son programme et je suis d'accord avec. Vous avez raison, ça ne veut pas dire qu'ils vont appliquer leur programme. Mais je ne suis pas certain de bien comprendre quand vous dites, moi, je veux gérer. Nous autres, on va gérer. Oui. Qui va les prendre, les décisions? Bien, c'est ce que j'explique. L'exécutif qu'on appelle, qui est les premiers ministres et tout ça, qu'on appelle l'exécutif. Moi, je fais une différence entre gérer, qui est la gestion. Il faut que tu gères les hôpitaux. Il faut que tu gères les routes. Il faut que tu gères les écoles. À un moment donné, il va falloir avoir des résultats, là. Dans les 25 dernières années, si je ne m'abuse, on a eu 12 ministres de l'Éducation. Je ne connais pas grande entreprise que si tu changes le président à toi 2-3 ans, qui va bien. Donc ça, c'est déjà un problème d'incompétence qu'on a. Puis c'est pas un jugement. Je ne connais aucune grande entreprise mondiale qui change le président à toi 2 ans. Donc on ne se demande pas pourquoi nos hôpitaux, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de vision. Fait que je veux dire, au niveau de la culture d'entreprise, là-dedans, n'importe quel entrepreneur va dire ça va pas bien. Moi, c'est ça, gérer. On va gérer les hôpitaux. Il y a des décisions à prendre. Fait que là, on va les hôpitaux, les écoles, les routes, la même affaire. C'est 3 gros facteurs au Québec qu'on a, qu'on n'arrive jamais. OK. Mais là, Mané, c'est ça de la gestion. Mais à quel moment la population est impliquée dans ça? Là? Le moment que la population va être impliquée... Le mot que vous ne dites pas et qui me semble bien important, c'est référendum. Ou bien le choix du public ou le choix de la population. Bien, le choix du public va arriver à dire, admettons que pour mieux gérer les hôpitaux, exemple, oui. Je vois une grosse lacune à telle place, j'ai été élu pour ça, puis je veux le changer. Mais que le changement que je voudrais faire impliquerait une légifération. Que là, je sors de la gestion, là. Là, je change les lois de la province. Je change les conditions. Là, à ce moment-là, pour moi, c'est d'une importance que les citoyens soient informés. Et comment vous allez procéder, là? Les élus se rencontrent... Bien, il faut expliquer les impacts d'un projet de loi, comme le projet de loi d'Éric Kerr de la loi 6. Pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant. Je veux dire, écoute, on est rendu là qu'on veut mettre un nouveau système qui va coûter des milliards, puis on n'arrête pas de se faire dire que tout ce qui existe déjà n'arrive pas. Tout est sous-financé. Mais ça, pour moi, il va falloir que tu me vendes l'idée que ce 4 milliards-là d'investis-là va aider à avoir des meilleurs hôpitaux, là, parce que je la comprends pas, là. Oui. Je comprends très bien ce que vous dites. Puis c'est une nouvelle loi, c'est un nouveau ministère, mais le peuple devrait avoir à se prononcer là-dessus. C'est leur argent. OK. Tu sais, c'est comme le registre des armes à feu qu'on avait parlé à l'époque du fédéral. Le projet, il est présenté à 200 millions. Ah, OK, il est rendu à 2 milliards, il marche toujours pas.
Bien, je veux dire, il n'y a pas eu d'enquête de fraude, il n'y a pas de tête qui roule. C'est la même affaire. Pauline Marois avec l'assurance médicaments à 150 $. J'étais dans les services financiers. Tous les actuaires des compagnies d'assurance, parce que je faisais de l'assurance collective, disaient, voyons, c'est quoi ça? Ce régime-là, il n'est pas viable. Puis il n'était pas viable. Donc, tous, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait des têtes qui roulent. Puis ça, l'imputabilité, c'est très important dans une démocratie directe. Je peux revenir sur la RRQ avec Jacques Parizeau. La moyenne de rendement du régime des rentes du Québec, c'est 8,9 depuis les années 60. Les calculs actuariels pour les fonds de pension, quand tu fais des RRI, c'est calculé à 7,5 Comment ça, la RRQ est déficiente? Parce qu'il n'y a aucun politicien qui a le courage de dire la partie employé et employeur, c'est ça le taux de cotisation. Puis ça, de la petite politique de même que personne n'est imputable, puis que les générations futures finissent dans la merde, endettées pour quelque chose qui ne bénéficieront jamais, il faut que ça arrête. Ils sont en train de mettre le Québec et le Canada complètement à terre. Mais le monde n'a pas de l'air à le réaliser. OK, je comprends. Je veux revenir... Excusez-moi. Non, c'est juste, je trouve on aime ça. Voyons, on aime décourageant. ça. La seule chose, on va vous empêcher de monter sur la table. Oui. Mais on aime les gens qui sont fougueux. Oui. Monsieur Cléroux, la loi de M. Kerr, la loi numéro 6. L'identité numérique. OK. C'est une loi qui va passer. Oui. Bon. Les gens peuvent aller voter le 3 octobre. Oui. Les gens sont conscients de cette loi-là. Elle a fait tous les médias. Et les gens ont le droit de voter. Et à un moment donné, je comprends le principe de il faut gérer. On va donner la chance aux gens de s'exprimer avant de prendre une décision. Si je comprends bien le principe de démocratie directe. Oui. Mais là, la question, parce que je vous vois venir... C'est ce qui va arriver le 3 octobre. Moi, je vous parlerai d'une question. Les gens vont voter. Parce que moi, je fais ma campagne, je suis moins celle des autres, fait que vous êtes beaucoup mieux informés que moi sur toutes les autres campagnes. Allez-y. Quel chef de parti qui parle que comme quoi c'est une bonne idée, l'identité numérique dans la campagne électorale? Parce que comme... La CAQ. En as-tu parlé beaucoup depuis le début de la campagne? Non. Ah, OK. Attendez. Ouais. J'essaie pas de défendre la CAQ et j'essaie Ben pas... non, mais défendez-la, notre besoin à mon œil. Et j'essaie pas de vous le trouve avantager. gentil, François. J'essaie d'être le plus objectif possible. La CAQ va le défendre, la campagne n'est pas terminée et il se peut que ce soit avant le 3 octobre. Ça Au même titre que vous, la campagne est commencée et vous défendez vos points. J'imagine, vous faites la tournée du Québec et vous défendez 1 point par jour ou 2 points par jour pour faire les médias. Là, ça ne donne rien de présenter le programme au complet dans une journée. Il n'y a plus rien à dire le restant de la campagne. Donc, c'est peut-être possible, peut-être pas. Je n'essaie pas d'aider un des 27 autres partis. Ce que j'essaie de comprendre, c'est, vous me dites, personne n'est d'accord, je vous suis là-dessus. Je vais aller plus loin que ça. La loi 6 de Kerr, je suis même pas sûr que la moitié de la population, sinon plus, est au courant de ce qu'est ce projet de loi. Bien, c'est ça mon point. Oui. Par contre, c'est dans le programme du Parti de la Coalition Avenir Québec, pour ceux qui le lisent. C'est là. Et il y a une description de c'est quoi, qu'est-ce qui va arriver, le but est quoi. Donc, je reviens à ma question. Vous me dites, on va gérer. Oui. Là, vous me dites, vous êtes en désaccord avec une position d'un parti. Ça veut dire que le chef, votre vis-à-vis, François Legault, au même niveau que vous, il est chef du parti, puis il a des chances de gagner le 3 octobre, comme tous les chefs des 27 autres partis. C'est les gens qui vont décider. Dans votre programme, que vous appelez des procédures... Les propositions. Des propositions. Les propositions, et voilà. Quelle est celle qui, à votre avis, devrait là, faire « wow ». Tu sais que les gens vont dire « ça, c'est une proposition ». Beaucoup de propositions qui sont appuyées. Allez-y avec les 2, 3. Oui, que c'est des gens qui ont fait. Là, que les gens vont dire « ah oui, ah oui ». Oui, une des propositions que les gens aiment beaucoup, puis ça, je suis content de la participation de tous ceux qui vont. Il y a beaucoup de propositions sur l'éducation, d'avoir un côté plus libéral à l'éducation, de laisser plus les professionnels, au lieu de mettre les enfants dans un cadre, de laisser les enfants s'épanouir,
qui vient. Il y en a qui nous ont donné des avis comme les écoles Schneider et tout ça, plus sur l'aspect d'école libre. Pourriez-vous expliquer un peu, là, vous venez de dire le mot, une éducation un peu plus libérale. Et voilà, plus libre. Mais que le professeur va être plus libre. Des écoles plus libres qui vont être axées sur plus... Moins de direction qui vient de la... Moins de direction qui vient d'en haut. Mais c'est quoi haut, les passions de l'élève et que l'élève pourrait être poussé dans ses passions puis qu'ultimement, il finira le programme comme tout le monde, mais il peut avoir la liberté de s'épanouir davantage dans ce que lui l'attire. Donc ça, c'est des propositions d'écoles libres là, qui reviennent souvent. Ça, c'est quelque chose qui est bien appuyé. En médecine, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui appuient l'approche d'une ouverture d'une médecine holistique, donc beaucoup plus générale. Donc, au lieu de toujours traiter les malades, d'être plus préventif. Puis je crois que ça a reflété aussi beaucoup les 2 dernières années, hein, parce qu'au niveau de la science, c'est reconnu que le stress, l'angoisse diminue le système immunitaire et toutes les conférences de presse des responsables de la santé étaient très anxiogènes. Donc, on se demandait si le monde ne travaillait pas contre la santé pendant 2 ans. Donc, ça a fait réveiller beaucoup de monde sur cette ouverture-là d'esprit à on pourrait-tu avoir une médecine plus holistique? Parce que c'est quand même drôle. On a coupé, je crois, si je ne m'abuse, la vitamine D et une autre vitamine aux personnes âgées, pendant que c'est quand même reconnu que c'est bon pour le système immunitaire. Donc, il y a beaucoup d'incohérences. Mais là, vous feriez quoi, là, au niveau de la santé? Là? On prend-tu éducation ou santé? On va y aller dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre. Vous allez commencer avec l'éducation. Oui. Éducation. Si j'ai bien compris, primaire ou pré-primaire, Oui. garderie, là, puis on s'en vient jusqu'au... Secondaire? Secondaire, oui. OK. Bon, dans les On est propositions... plus libre. Il y a plus de Plus liberté. C'est ça. Si je veux aller vraiment au niveau libéral, réel, des propositions qu'on a reçues, que ça serait avoir l'opinion de la majorité, c'est que bien des gens, maintenant, sont tannés d'être gouvernés, puis de, tu sais, t'es dans tel quartier, tu vas à telle école, puis tout ça, qu'il y en a beaucoup qui parlent d'école à la maison. Ça, j'entends beaucoup ça de revenir à l'école à la maison, l'entraide entre les gens. Et il y a même des propositions qui disent, bien, si l'État, on veut continuer à faire comme qu'on fait là, qui est l'éducation, que c'est une responsabilité sociale. T'sais, on ne veut pas être dans le libertarien non plus. Les riches peuvent aller à l'école, les pauvres ne pourront pas y aller. Donc, l'État continue. Puis là, je vous donne un exemple. Sur Thibodeau, je n'ai pas épluché les états financiers, mais je vais vous dire, mettons, pour un enfant du primaire, exemple, ça coûte 3 000 $ par année pour un enfant, ou mettons 5 000 $ par année que ça coûte à l'État, là, ce que ça nous coûte présentement. C'est qu'ils disent, bien, pourquoi si la personne a un enfant au primaire, pourquoi on ne donne pas le 5 000 à la famille, puis la famille l'envoie dans l'école de son choix avec le coupon de 5 000? Donc ça pourrait faire en sorte que je suis plus obligé d'aller à l'école de mon quartier, je peux choisir une école dans une autre ville. Je peux peut-être aller même choisir une école parce qu'il y en a qui ne travaillent pas dans la même ville. Ça serait peut-être plus simple d'aller mener leur enfant à l'école proche du travail, leur prendre en sortant du travail puis les ramener à la maison. Et l'école qui offre tel sport-études où il y en a qui aiment plus les arts, bien, je pourrais l'envoyer. Donc, ça laisserait une liberté que la personne aurait son 5 000. Et à la limite, bien, il pourrait y avoir un quartier carrément que des gens, bien, une professeure passionnée pourrait dire carrément, moi, je fais l'école à la maison, je prends une dizaine d'élèves, puis elle ferait son 50 000 par année à faire l'école à la maison, et ça serait tout aussi bon. OK. Donc, ça, c'est une grande liberté que, quand on regarde ça, bien, c'est peut-être intéressant. Et là, on vient d'enlever beaucoup de potentiel d'administratif dans cette gestion-là, parce que le pouvoir va revenir à l'école. On redonnerait la responsabilité à la famille. À la famille, et c'est ce qui ferait que l'école travaillerait pour aller chercher l'enfant. Et non, l'enfant, Ah oui. on vient de changer l'attitude de la gestion. Ah oui, là, les parents vérifieraient là, quelle Ben école oui. qui est intéressante Ben pour oui. ma fille. Puis là, l'école de l'autre quartier pourrait venir te solliciter. Moi, dans mon école, elle est meilleure, elle est mieux gérée, elle est mieux OK. entretenue. Fait que là, tu n'es Je pas obligé comprends. d'aller à l'école sur le coin de la rue. OK, c'est plus clair. Fait que là, ça pourrait peut-être donner un gros boom à l'éducation OK. qui se fait présentement. Parce que vous me parlez de démocratie et plutôt de procédure. Question que je ne pose pas généralement. OK. Je vais me permettre de vous poser. Ici, au Québec, c'est une des rares, pour ne pas dire la seule province, qui a le cégep, qu'on appelle Ouais. le secondaire, cégep, université. Je donne une proposition là, comme ça. Là. On élimine totalement le cégep, on ajoute 1 an à l'université. Ça vous dit quoi, là? Ça pourrait-tu être une proposition? Bien, tout à fait. Si cette proposition-là est appuyée par 4,5 millions d'électeurs, pensez qu'on va attendre avant de la mettre en place? C'est ça que vous voulez? Après ça, on s'en va sur le côté de projet de loi avec des spécialistes. On s'en va en consultation, ce qu'on appelle des consultations populaires, qui est du peuple.
Et là, ben, Parce que là, on modifie on modifie. un pan Et voilà. du système. Ben là, ce qu'on va on fait faire, une vérification avec la ben, population. on va faire exactement comme une démocratie devrait être, c'est de savoir se parler. Il va y avoir des gens qui vont trouver l'idée que vous venez de dire complètement stupide, puis il y a des gens qui vont la trouver ultra brillante. Donc, ce qu'on va faire, pour que le peuple prenne un choix libre et éclairé, on va avoir des experts en éducation qui viendront s'exprimer. On devrait en avoir des deux bords. Après ça, il y aura des experts au niveau financier aussi, parce qu'il y a toujours une question d'argent. Oui, donc, puis ça va-tu nous coûter plus cher, votre idée, M. ça, Dufault, au niveau du ou elle nous coûte moins cher au niveau du système? Donc, et là, on va voir aussi le côté épanouissement, compétitivité, puis de qu'est-ce qui va être enseigné à ce niveau-là. C'est Puis intéressant. Je vois que l'ouverture parce que va être là. Ce que je veux que les gens comprennent bien, c'est que c'est pas nécessairement un programme. C'est des procédures, c'est une façon Oui. de voir différente, de façon à ce que la population participe. Moi, je suis fermement aux décisions. convaincu que si on utilise tous les cerveaux disponibles au Québec pour contribuer à bâtir un meilleur Québec, dans 10 ans, il n'y a pas un Québécois qui reconnaît son Québec. Je vous garantis qu'en 2 mandats, il n'y a personne qui reconnaît le Québec. On est beaucoup plus riche, Êtes-vous en train beaucoup de dire que plus... vous allez faire juste 2 mandats, puis après ça, vous arrêtez? Non, en 2 mandats, ça se fait aussi vite que ça. Ah, OK. Avoir l'ouverture d'utiliser tous les cerveaux, c'est clair et net. Moi, je me dis, pour instaurer... 8 ans, on règle ça. Ah, le Québec a changé de face. Ça, c'est sûr. OK. Ah, ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est drôle, le chiffre que j'ai, moi, c'est 3 mandats. C'est 3 mandats pour changer. On vient de passer à 33 de plus, là. Non, mais je veux dire, 2 mandats, le Québec, on ne le reconnaît pas déjà. OK? Puis 3 mandats, ça nous donne 12 ans pour que la nouvelle jeunesse, parce que c'est un problème d'éducation qu'on a, le système d'éducation qu'on a, je suis convaincu qu'il nous sert à nous lobotomiser pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie, mais pas comprendre pourquoi on le fait. Donc, on est là pour nourrir le système en place. En 12 ans, l'éducation qui change, oublie ça, après ça, c'est fini. OK, je vois que l'éducation est effectivement quelque chose de très important. C'est primordial. Et c'est tout à votre honneur. La santé. Oui. Maintenant. Oui. Vous avez soulevé le point. Je ne veux pas encore une fois vous aider et vous faire remémoriser un événement de avril-mai 2020. Il n'y a pas eu de commission. Ça veut dire une commission, c'est quand il y a quelque chose qui se passe et que l'opposition ou le grand public, là, le parti au pouvoir, s'aperçoit que les gens ne sont pas contents de ce qui se passe. Et là, on crée une commission. Oui. Dans le cas de démocratie directe, je ne sais pas dire que vous allez faire des erreurs si vous gagnez ou que peut-être que vous allez être pris les 2 mains dans le sac à bonbons. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Mais des erreurs, ça, je peux promettre que je vais en faire. Ça, parle-moi de ça. C'est une promesse, c'est même pas une procédure, ça va arriver. Non, ça, c'est sûr que ça va. Mais je n'ai jamais connu un être humain qui ne l'a pas fait, donc. Ma question s'en venait, c'est vous faites quoi? Admettons qu'il y a des gens qui disent oh, là, ça prend une commission, mais t'enquêtes sur vous, votre parti, votre décision. Parce que tôt ou tard, vous avez beau me répéter, non, nous autres, on va gérer. Je maintiens mon point. Non, vous allez prendre des décisions. Ben Tôt oui. ou tard. Ben oui. C'est comme j'ai dit en entrevue. À coup, c'est mal géré. Oui. C'est mal fait. La décision est mauvaise. On s'en va pas dans le bon sens. Puis là, il faut créer une commission. Oui. Et on fait quoi? Bien, ça, c'est déjà prévu dans les lignes de parti. C'est même déjà prévu de comment vous pouvez destituer le premier ministre. Allez-y donc voir. Admettons qu'un de vous... Non, je n'irai pas jusqu'au Ouais. premier ministre. Vous me semblez quelqu'un de solide et bien. Disons qu'un de vos ministres... Oui. Là, là, lui, là, peut-être destitution est en vue. Oui. C'est quoi la procédure? Ah, bien, la Parce que ça se fait en cours de mandat, là. Oui, tout à fait. Oui, tout le monde va être ça parce qu'à partir du moment, bien, c'est pas compliqué. La procédure, il faut que ça soit un acte justifiable. C'est pas juste j'aime faire face, il n'est plus là. Il y a d'autres façons de Non, faire. je parle évidemment. puis tout ça. Demeurons dans Mais, des choses là, qui sont logiques. si on à part savoir sur un scandale qui sort, Un ministre qui, carrément, là, fait qui a un scandale, c'est ça. Un viol. Nommez-les, là, il y en a des possibilités là, C'est en ça. politique. Un ministre fait une erreur majeure, criminelle, nommez-la. Une grosse. Ouais. Vous avez une Ben, procédure pour le destituer en plein mandat, non seulement Ben. du poste de ministre, mais se retirer politiquement. Ah non, moi, c'est des gros exemples, comme vous venez de dire. Mais ça fait partie. Non, ben même moi, j'ai même pas besoin de procédure des citoyens, je le fous dehors, puis il sort de la politique carrément. Mais là, on n'est plus puis, en démocratie directe si vous prenez cette décision-là. Oui, parce que si fait un acte criminel, c'est un acte criminel, puis on a un engagement. Chaque candidat qui est à démocratie directe Oui. a signé une allégeance au peuple, puis un contrat d'imputabilité. OK. Ça, là, tout le monde, j'ai ça.
Tu sais, ça a été vérifié par d'autres groupes citoyens, dont Orientation Québec. OK, là, en plus, il y a un formulaire signé. Ah, il y a un formulaire. Moi, j'ai un formulaire signé d'allégeance au peuple. Si je fais quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple, mais que je serais pogné par un lobbyiste par en arrière, oublie ça, l'ouverture de décision rentre, puis je suis fini. Le jour que je ne travaille pas Oui, pour mais le là, ça peuple... prend une démonstration comme quoi c'est vrai, parce qu'il y a évidemment des procédures juridiques qui vont arriver, puis là, vous allez vous défendre, dire « wow, 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 wow. Vous ne le regardez pas du même angle que moi. » Et de l'autre côté, ils vont dire, bien là, on vous a pris. Puis là, il y a une procédure. J'imagine que ça se fait Ben là, pas. c'est sûr qu'il y a des accusations. Ouais, Comment OK. on peut faire? OK, ça donc, peut pas être accusé. mais résumé, ma question là, mais- était, en plein mandat, on retire le ministre Ah, oui. et retiré de la vie politique, Ah, oui, oui. on retombe en élection partielle. C'est ça que je veux ah, dire. oui, carrément. On recommence. Dans un cas, oui, grave comme ça, oui, ça traîne pas. Là. Ils ne OK. changent pas de siège, puis on ne fait pas la chaise musicale, ou on ne fait pas comme l'Église catholique, d'en prendre les envoyer dans d'autres pays. Là. C'est Je veux dehors. juste vous rappeler que je suis arrivé avec ce commentaire-là, juste avant de dire que je veux parler de la santé. Le dossier qui est arrivé en avril-mai 2020, Oui. tout le monde va avoir une commission de vérification pour savoir comment se fait-il qu'il y a près de 6 700 personnes âgées qui sont décédées dans Tout une à fait. période de 2 mois. Et là, ce que je comprends bien, c'est que tout de suite, vous, sur la sellette, c'est le ministre de la Santé et vérification automatique avec différentes procédures, commission d'enquête pour vérifier. Ça, c'est automatique. Moi, c'est pas une commission d'enquête, par contre. C'est, comment vous appelez ça? Une enquête. On enlève la commission. Ah, on enlève la Puis commission. les gens qui sont responsables de l'enquête viennent de... Ben, ça va être une enquête. Puis si, en tout cas, ça sent ce que ça sent et ce qui a été... Non, c'est une enquête parce qu'une commission d'enquête, il y a toujours du monde qui participe. On l'a vu à la commission Charbonneau. Moi, dans le coin de Saint-Jean, je connaissais des entrepreneurs qui ont été visités par la police, qui ont donné leur version à la commission Charbonneau, mais qui ont décidé que c'était pas assez important pour être entendu. Ou peut-être ce qu'ils disaient, c'était trop dérangeant. Je ne le sais pas. Je n'étais pas là. Mais c'est ça qu'il y a un côté politique dans une commission aussi, là. Puis le problème de la commission... Vous voulez enlever le mot politique à l'intérieur d'une commission. moi, je donc donne... on enlève la commission, puis on fait moi, une je enquête. suis convaincu de tout le monde ce que j'entends sur le terrain. Encore là, je demanderai aux citoyens, mais tout le son de cloche que j'ai, les gens veulent une enquête. OK, Pas donc- une commission d'enquête qu'une commissaire va décider qui parle pas, qu'est-ce qu'elle retient, qu'est-ce qu'elle retient pas, et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec la commission. Parce que le problème d'une commission, c'est que ça fait des recommandations. Puis je peux les tabletter, les recommandations. On a déjà vu ça souvent, là. Donc, on paye des millions pour rien. Moi, je veux une vraie enquête. Puis s'il y en a qui ont des actes criminels, mais qui peuvent être poursuivis aux criminels pour leurs actes qu'ils ont faits. OK. Parce qu'une commission d'enquête, à partir du moment où tu témoignes, il y a quand même Une procédure qui fait que une t'es pas procédure nécessairement d'immunité, accusé. puis et voilà. Ouais. Ça, on enlèvera ça, là. OK, Parce que je là, on comprends. parle de 6 700 morts, là. Je pense que j'ai même pas à ajouter que vous aimez le mot enquête publique. Hein? Tout à fait. Tous les enquêtes, évidemment. Oui. En tant que démocratie directe, la population C'est doit ça. être au courant de ce qui se passe de n'importe quelle enquête. C'est ça. Mais l'exemple de votre que vous m'avez apporté, par exemple, à l'école, ça pourrait être une commission d'enquête. Parce que j'accuse personne, mais là, ça pourrait peut-être permettre sur le fait que des gens aient l'immunité, ça pourrait peut-être aller chercher des bons fonctionnaires qui n'osent pas parler pour dire la gestion des finances publiques sur certains points. OK, donc donc, il y ça, aurait il pourrait avoir certaines- une commission d'enquête Ah. sur OK, ton université, on met un an de plus, on enlève le cégep, puis un peu comme vous m'avez dit. Ah, mais on pourrait-tu faire une commission à ce moment-là? C'est ça. Pour avoir là, que tout le monde a l'immunité qui Et vient. tout le monde doit devenir critiqué ou avantagé. Jusqu'à ce ou que j'ai approuvé. dénoncé, OK, je comprends. les gens peuvent aller voir sur le registre des lobbyistes. La FMOQ a fait une demande au registre pour avoir l'immunité des médecins. Je veux dire, tabarnouche, parce qu'ils veulent avoir la même immunité que ceux qui sont là parce que les médecins ont suivi la santé publique. Hey, je me pose des sérieuses questions, moi. Mais là, vous touchez un autre point. On va y aller là-dessus. On va terminer. Ouais. Pas tout de suite, mais je veux juste terminer avec la santé. Vous venez de le dire. Il y a un code de déontologie. Hein? Le médecin avec son client, il y a des choses qu'un médecin ne peut pas, au même titre qu'un avocat et son client lors à de fait. procédure. Bon. Tout Vous à ne fait. seriez pas contre, vous seriez quasiment en faveur qu'un médecin, qu'un membre d'une corporation grosse comme les médecins, puisse s'exprimer librement. Ça doit être ça. C'est ça, la séparation des pouvoirs.
À partir du moment que le médecin ne fait plus de la médecine, mais qu'il a un pied dans la politique, comme qu'on a vu que le responsable avec la fonderie Horn, le responsable de la santé publique régionale dans l'Abitibi-Rouyn-Noranda est au courant d'un problème au niveau de l'environnement et de la santé publique. Il se fait dire par le responsable de la santé publique provinciale, M. Arruda, tu te la fermes. Il se la ferme. Puis là, on apprend qu'il est aussi dans le jeu du sous-ministre. Mais non, moi, un responsable de la santé publique, tu es dans la santé publique, tu ne fais pas de politique parce que tu es imputable sur les décisions que tu vas prendre. Il faut avoir de l'imputabilité et de la responsabilité. Et tu ne peux pas être responsable de la santé publique, être sous-ministre puis de faire de la politique. Non, non, non. Donc, ce que vous venez de dire, vous venez de nommer son nom, Horacio Arruda, Oui. qui est, d'ailleurs, son bureau est à même la porte du premier ministre. C'est collègue. Des bons collègues. C'est ce qu'on appelle proche. Vous n'êtes pas nécessairement pour ça, donc ça deviendrait indépendant. Je suis totalement contre ça. Moi, écoutez, j'ai vécu 2 crises de proches et une crise télévisée. Les 2 crises de proches que j'ai vécues, c'était dans le triangle du Verglas. Oui. Donc, moi, d'où ce que je deviens, j'étais dans le triangle. Sur la Rive-Sud? Oui, sur la Rive-Sud. Donc, moi, d'où ce que je reste, on était là-dedans 30 jours. Par curiosité, n'avez-vous vu une tomber, une tour? Une tour, non. Moi, je suis plus dans le bois, mais j'ai vu ma mère pleurer les larmes de son corps parce qu'on a beaucoup de forêt. Nous autres, on a une grande terre. Puis on entendait les arcs. On se croyait en guerre. Puis ma mère... c'est ça, On continue avec le triangle. Le point, c'est que ce soit le triangle ou les inondations qu'il y a eu à Saint-Jean. Là, on parle d'une crise, là. Quand je voyais la crise, là, puis comme à Saint-Jean, je les voyais aller, là, tu as le responsable de la police, tu as l'armée, tu as les pompiers. C'est drôle. Il n'y a pas un politicien là, puis ils n'ont pas de besoin. Hein? Ils savent comment gérer. C'est drôle, ça s'est tout parlé. Les campements, ça s'est levé. Le sacrifice. Personne ne s'est assigné c'était qui était le boss. Je n'ai jamais su c'était qui était le boss. Ça opérait. Les Zodiacs dans la rue, ils n'ont pas demandé de permis à la ville. Là. Les Zodiacs dans la rue sortaient le monde. Tout opérait. Les camps qui ont été montés à l'époque du Verglas, pas demandé de permission. Là, tac, 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 ça s'est fait. Puis s'ils ont besoin de ci. Ça, c'est une urgence. Voyez-vous, les politiciens, faire comme, ouais, mais là, on va faire ci, puis le politicien dit que c'est important. Non, non, c'est le spécialiste qui parle, c'est lui qui gère l'urgence, puis le politicien. Ça, c'est une urgence. Pas ce qu'on a vécu, la pièce de théâtre de Arruda, Dubé, Boileau. Hey, on avait même la responsable de la santé publique, puis. Mais non, ça, c'est pas une urgence. Moi, une urgence, une démocratie directe, c'est le peuple qui va voter pour le chef de la SQ. Ça ne sera plus jamais nommé par un politicien. On verra s'il y a bien des employés de la SQ qui auraient été donnés d'étiquettes à des gens au party de Noël. Ça fait partie de leur code de déontologie. Party de Noël, là, vous faites référence à... Je fais référence à tout ce que certains policiers ont fait durant la crise. Je serais bien curieux... À la demande de politiciens. À la demande de politiciens de notre madame Guilbeault, qui est responsable de la santé. Je serais bien curieux de voir si ces protégés services, ça fait partie de leur code de déontologie, faire ce qu'ils ont fait. En fonction des chiffres qu'une enquête ferait sortir. Parce que c'est drôle, c'est comme en France. C'est juste qu'en France, ça a fait plus scandale quand ils ont vu que le taux d'hospitalisation pour les maladies respiratoires tournait autour de 2 des hospitalisations annuelles. Et que finalement, après COVID, que là, c'est toujours un an et quart et demi plus tard que tous les chiffres sortent, on est au même 2 d'hospitalisation. Et que tous les gens sur le plateau, bien, pourquoi on a fait tant de vagues pour le même chiffre? Je pense qu'on sortirait les chiffres, les Québécois se rendraient compte que c'est à peu près le même pourcentage. Je pense que vous avez des doutes sur la façon que ça a été géré, ce qu'on appelle la fameuse gestion de la pandémie depuis 2 ans et 6 mois. J'ai beaucoup de doutes. C'est pour ça que je voudrais les éclaircir. On termine. Pas que j'ai beaucoup de doutes. C'est dans le sens que moi, vu que je prône toujours le respect de mon prochain, je vous dirais que la vérité, c'est que j'ai beaucoup de conviction que ça a été mal géré, mais par respect pour mon prochain, je laisserai s'expliquer. Ah oui, c'est bien. J'aimerais ça pour terminer, que je donne la chance à tous ceux qui ont la gentillesse d'accepter l'invitation, de s'exprimer pendant 2-3 minutes. Il y a une caméra qui est là et j'aimerais ça que vous nous disiez en 2-3 minutes. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez le faire en 3 minutes et demie. Pourquoi Démocratie Directe est un parti qui est nécessaire? Pourquoi Démocratie Directe, on devrait voter pour ce parti? Et je terminerai après ça en vous demandant qui est Charles Cléroux. Alors, pendant que vous nous expliquez pourquoi on devrait voter pour vous, gardez en sourdine qu'on termine avec...
Qui Parfait. est Charles Cléroux? Vous pouvez y aller, caméra, là. La raison pourquoi on devrait voter pour une démocratie directe est très simple. C'est que je suis convaincu, hors de tout doute, qu'il faut changer le système politique au Québec et non simplement les gens qui en font partie et qui ont joué une chaise musicale depuis déjà trop longtemps, toujours dans le même résultat de médiocrité et d'appauvrissement collectif. Une démocratie directe, pour être sûr que vous compreniez bien, je pourrais prendre le programme de la CAQ au complet et la mettre dans les propositions sur le site de démocratie directe, de même que Québec solidaire et toutes les autres partis que vous connaissez. Et ça serait à vous d'aller les appuyer et faire votre programme à vous, ce que vous désirez, composé de vos propositions et ainsi, ensemble, réellement construire le Québec qu'on veut léguer aux générations futures. Une démocratie directe, pour moi, une démocratie n'a pas sa place dans un système représentatif avec tous les élus en place qui n'ont aucune imputabilité ni responsabilité à respecter leurs engagements. Donc, à partir du moment qu'on est dans un système représentatif et que la population n'est pas consultée, c'est ce que j'appelle « nous votons pour notre dictateur pour les 4 prochaines années ». C'est le seul choix qu'on a. Dans une démocratie directe, non seulement le jeu de la convoitise cette année pour le 3 octobre cesserait, parce que régulièrement, le peuple serait amené à participer à la démocratie et à se prononcer sur les propositions qui pourraient être faites par un gouvernement en place. Donc, avec un bon système comme qu'on a déjà sur notre site Internet, déjà les propositions sont appuyées par vous et déjà un gouvernement à l'écoute des citoyens, mais mettrait priorité les propositions qui sont les plus appuyées par les citoyens. Donc, la démocratie directe vient tout simplement défaire le système. Le côté de polarité, de partisanerie, de gauche, de droite n'existe tout simplement plus. La seule chose qui reste, c'est de vivre en harmonie ensemble pour créer un meilleur monde pour les générations futures. Mon Dieu que c'est bien. Ça-tu pas pire? Oui. Je savais pas si tu me laissais finir avec ça, c'est une petite impro. Mais non, c'est bien. OK. Monsieur Cléroux, vous êtes né dans quelle région du Québec? Je suis né, limite Montérégie, Estrie-Farnham, Farnham. à l'hôpital de Coinsville. L'hôpital de quoi? Oui, généralement, c'est vrai, hein? On a toujours l'impression qu'on est à Farnham. Non, on est dans un hôpital. Et par là, c'est ça. Vos études primaires et secondaires, j'imagine que c'est à Farnham. Oui, primaire Farnham, secondaire, j'avais été au collège à Saint-Césaire à l'époque. Saint-Césaire? Oui. Et après ça, au cégep? Au collège, cégep, collégial, cégep, oui, privé, cégep Marie-Victorin. Marie-Victorin. Marie-Victorin, que j'avais été pour faire une technique administrative. Ensuite, je suis allé à l'UQAM en sciences comptables. Oui, sciences comptables, cheminement CA. Puis j'ai bifurqué en finance parce que travailler dans le bureau à faire des papiers, puis ça ne me passionnait pas assez. Donc, j'ai aimé mieux la finance qui était plus proactif. Et donc, vous avez certains diplômes universitaires en comptabilité. Et au niveau des sports, avez-vous fait du sport? Êtes-vous ce qu'on appelle un athlète accompli? Avez-vous, lorsque vous étiez jeune... Oui, j'ai fait des sports. Pas un athlète accompli, mais oui, j'ai fait de la compétition de natation. Donc, c'est beaucoup d'un sport individuel. J'ai jamais vraiment performé d'un sport d'équipe. OK. Donc, j'ai fait de la compétition de natation. Ensuite de ça, ma passion, c'est sûr, c'est les arts martiaux. J'ai joué quand j'étais jeune. Avant tout ça, mon premier sport, mon père m'a amené, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, c'était le golf. Oh! Oui, c'était le golf que j'ai arrêté parce que je tapais beaucoup de balles. Il y avait Jerry qui était à Sutton à l'époque. Et ensuite, j'allais frapper des balles au terrain de golf à Coinsville avec Yvan Beauchemin. Puis quand Yvan il est parti, un professionnel, vraiment sympathique, puis un beau joueur de golf. Donc, c'est ça. Puis donc, j'ai arrêté assez tôt parce que c'est... Marié, des enfants? Oui, un beau petit bonhomme de 10 ans cette année. Félicitations. 10 ans, merci beaucoup. Félicitations. Ça va très bien. Ça nous a fait plaisir, M. Cléroux. Moi aussi, M. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Ça a été un plaisir de faire la discussion avec Jean-Charles Cléroux. Je répète, du Parti Démocratie directe. Actuellement, au registre du directeur général des élections du Québec, il y a 10 candidats d'enregistrés, mais Jean-Charles Cléroux nous confirme qu'il y a au moins 20 candidats au moment où l'émission a lieu et qu'il y en aura plus avant la date limite qui est le 17 septembre.
septembre. Encore une fois, M. Cléroux, ce fut un plaisir. Je vous remercie et je dis à tout le monde que vous existez. Le parti est nouveau et c'est la fusion, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, de citoyens Pouvoir. au pouvoir. Exact. Mais merci de la visibilité que vous nous offrez à votre émission Le Candidat sur le réseau de Lux Média. Très apprécié. Bon, c'est un plaisir partagé. Et la fameuse promesse avant de vous laisser quitter. Avant de vous laisser partir, je veux que vous nous fassiez une promesse. Advenant le cas où vous deveniez premier ministre du Québec le 3 octobre, vous nous faites la promesse de revenir et nous allons avoir l'occasion de vous reparler. Oui? Hey, je vais plus loin que ça. Même si je ne suis pas premier ministre, je vous fais la promesse de revenir après le 4 octobre. Ah, regarde-nous ça, c'est positif. Dans les deux cas. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci tout le monde. Et nous sommes ouverts à toutes les candidatures. Toute personne qui est candidat dans n'importe quel parti politique parmi les 27 qui sont enregistrés. Soyez assurés qu'il n'y a pas de préférence. Nous acceptons tous ceux qui désirent être interviewés et à l'intérieur du groupe de Lux Média, nous faisons nos recherches de façon à recevoir des candidats ou candidates de différents partis. Merci. À la prochaine.